En chimie, une espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques toutes identiques. On peut regrouper les espèces chimiques en trois grandes catégories principales. On va ainsi avoir les atomes, les ions, c'est-à-dire un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, et enfin les molécules, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs atomes reliés par des liaisons chimiques, comme par exemple l'OH2O ou le CH4, le méthane. Une espèce chimique va toujours être représentée par une formule unique qui va renseigner sur sa composition. Par exemple, H2O nous indique que la molécule d'eau se compose de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Pour trouver les symboles des atomes, tu peux par exemple utiliser le tableau périodique des éléments. Mais avec l'habitude, tu vas finir par connaître par cœur les éléments qu'on utilise le plus souvent, par exemple le carbone, l'oxygène ou l'hydrogène. Les éléments les plus courants sont également ceux qu'on va retrouver en premier dans le tableau périodique, en général dans les deux premières lignes. Au niveau du vocabulaire, une substance composée d'une seule espèce chimique est un corps pur. A l'inverse, un mélange contient au moins deux espèces chimiques différentes. Par exemple, l'eau est un corps pur, car il y a uniquement des molécules H2O. Un seul type de molécule et donc une seule espèce chimique. Par contre, de l'eau avec de l'alcool est un mélange. On y retrouve deux types de molécules, des molécules d'eau et des molécules d'éthanol. On a donc deux espèces chimiques différentes dans ce mélange. Parmi les mélanges, on va distinguer deux catégories. On va tout d'abord avoir les mélanges homogènes. Il était alors impossible de distinguer les espèces chimiques différentes à l'œil nu. Mais on va également avoir les mélanges hétérogènes. Il y aura alors plusieurs phases bien distinctes qui ne seront pas miscibles, c'est-à-dire impossibles à mélanger dans une seule phase. Si on reprend notre exemple, l'eau plus l'alcool, c'est un mélange homogène. Si tu regardes à l'œil nu, il est impossible de distinguer l'alcool et l'eau. En revanche, si tu mélanges de l'huile et de l'eau, l'huile ne se mélange pas avec l'eau, et on a deux phases distinctes. L'huile va flotter au-dessus de l'eau. Je te laisse vérifier ça en prenant un verre d'eau et en mettant quelques gouttes d'huile dedans par exemple. Une des choses qu'on a besoin de réaliser très régulièrement, c'est identifier une espèce chimique inconnue. Pour ça, on a plusieurs méthodes à notre disposition. On peut par exemple utiliser des propriétés physiques de l'espèce chimique inconnue. On peut par exemple se demander quelle est sa couleur. À quelle température notre espèce chimique passe de liquide à gazeux? Quelle est sa masse volumique? Est-ce qu'elle est soluble dans l'eau? Est-ce qu'elle est miscible avec l'eau? Bref, on peut se poser tout un tas de questions qui vont nous permettre d'identifier notre espèce chimique inconnue. Mais on peut également utiliser des propriétés chimiques. Dans ton programme, tu as 4 tests à connaître. On va voir ça ensemble en détail par la suite, mais tu dois connaître le test qui te permet d'identifier du dihydrogène, du dioxyde de carbone et le dioxygène. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres que tu pourras rencontrer lors d'un examen, mais dans ce cas, on va te guider. Ce que tu as sous les yeux n'est pas exhaustif. Dans les faits, tous les moyens sont bons pour arriver à reconnaître une espèce chimique et on pourrait imaginer des méthodes plus compliquées pour y parvenir. Petit rappel, lorsqu'on va te parler de changement d'état d'une espèce chimique, tu dois principalement savoir à quoi correspondent les températures de fusion et de vaporisation. Par exemple, l'eau passe de solide à liquide à 0 degré. Alors attention, ça c'est vrai qu'à pression et à température ambiante au niveau de la mer, et on parlera de température de fusion. Et l'eau passe de liquide à gazeux à 100 degrés. Toujours pareil, à température et à pression ambiante au niveau de la mer. On parlera alors de température de vaporisation. Si tu arrives à identifier une espèce chimique qui vérifie ces deux températures de changement d'état, alors il y a de grandes chances qu'il s'agisse de l'eau. Tu pourras alors en être certain en appliquant un test chimique spécifique. En effet, si tu mets de l'eau au contact de sulfate de cuivre anhydre, celui-ci va devenir bleu. De la même manière, si tu approches une flamme de dihydrogène, tu auras une détonation. Alors attention, si tu fais la même chose avec une grosse quantité de dihydrogène, tu auras cette fois-ci une explosion. Pour identifier le dioxyde de carbone, on peut le mettre au contact de l'eau de chaux. Si l'eau de chaux se trouble, alors on a du CO2. Pour mettre en évidence du dioxygène, on peut par exemple utiliser une allumette. On la gratte, on attend qu'elle s'éteigne, et si à partir des braises qu'il reste, le feu reprend, alors il y a du dioxygène. Dans ton programme, tu dois connaître ces 4 tests spécifiques et être capable de les expliquer brièvement. Imaginons qu'on a une solution qui fait bleuir du sulfate d'anhydre. On a là un test d'identification spécifique de la présence d'eau. On sait donc que ton échantillon contient de l'eau. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne contient que de l'eau. On pourrait être dans le cas d'un mélange éthanol et eau, ou de l'eau salée par exemple. Pour conclure définitivement, il faudrait par exemple mesurer la masse volumique, et si tu trouves 1000 kg par mètre cube, tu sais que tu es en présence d'eau pure. Deuxième exemple, imaginons que tu as un solide qui a une densité de 13,5. À partir des données que tu as sous les yeux, tu ne peux pas conclure directement, car deux espèces de référence ont des densités proches, le curium avec 13,5 et le mercure avec 13,55. En revanche, si tu mesures en plus la température de vaporisation de l'échantillon et que tu trouves 357 degrés, tu sais que tu as affaire du mercure. Dernier exemple, tu as une espèce chimique qui va flotter au-dessus de l'eau et qui a une masse volumique de 895 kg par mètre cube. On peut donc dire qu'on a affaire à de l'acide oléique, c'est-à-dire de l'huile, une espèce chimique non miscible avec l'eau et dont la densité correspond à la masse volumique. Pour conclure, sache qu'il est très difficile d'identifier la composition d'un échantillon si on n'a absolument aucune idée de ce qu'il contient. Pour trouver quelque chose, il faut le chercher.
Cette vidéo ne serait pas complète sans parler d'une technique qu'on utilise pour vérifier la composition d'un mélange lorsqu'on a déjà une bonne idée de ce qu'il peut contenir. La fameuse chromatographie sur couche mince, aussi appelée parfois CCM. Il va s'agir ici d'exploiter la différence de migration des espèces chimiques avec un solvant, qu'on appelle un éluant dans le cas d'une CCM. Et puisque c'est plus simple avec un exemple, concrètement on place une goutte de chaque espèce chimique qu'on soupçonne être dans notre mélange. Encore une fois, n'oublie pas, pour trouver quelque chose, il faut le chercher. Ici, les gouttes A, B et C sont donc des espèces chimiques connues qu'on soupçonne être dans le mélange. La goutte D est, elle, le mélange. Lorsqu'on va poser les gouttes, chaque espèce chimique va migrer avec l'éluant sur la plaque de chromatographie en montant plus ou moins haut en fonction de son affinité avec l'éluant. Puisque les gouttes A, B, C sont des corps purs, on aura une seule tâche au final. En revanche, si la goutte D est un mélange, chaque espèce chimique constituant le mélange aura une affinité différente avec l'éluant. On va alors se retrouver avec plusieurs tâches. Il suffit ensuite de regarder où se sont arrêtées les tâches du mélange, ici l'échantillon D, et les comparer avec les échantillons de référence, les tâches A, B et C. Dès qu'on identifie une tâche qui s'est arrêtée à la même hauteur qu'une tâche de référence, on a identifié une espèce chimique dans le mélange à analyser. Ici, notre échantillon contient donc les espèces chimiques A et B, mais pas la C. Une des façons assez pratiques d'identifier une espèce chimique, c'est de mesurer sa masse pour un volume donné. Et ça, c'est ce qu'on appelle la masse volumique. Pour faire ça, on a donc besoin de mesurer sa masse, c'est-à-dire peser l'échantillon, et mesurer son volume. Les unités du système international de la masse et du volume sont respectivement le kilo et le mètre cube. Mais puisque la vie c'est un peu plus compliqué que ça, on aura souvent la masse exprimée en grammes et le volume en litres, voire carrément dans des multiples ou des sous-multiples de ces unités. Selon ce qu'on souhaite en faire, il faudra peut-être faire une conversion d'unité. Mais bon, ça tu commences à connaître. Une fois qu'on a mesuré la masse et le volume d'un corps, on peut enfin calculer sa masse volumique, c'est-à-dire faire le rapport entre la masse et le volume. Cette donnée pourra être exploitée pour identifier des espèces chimiques, puisqu'une espèce chimique donnée possédera toujours la même masse volumique à température identique. Par exemple, la masse volumique de l'eau à 4 degrés est de 1000 kg par mètre cube. Pour clore ce chapitre, je dois te parler d'un mélange du quotidien très important car il nous entoure durant toute notre vie. C'est l'air. L'air, c'est un gaz qui contient plusieurs espèces chimiques. C'est donc un mélange. En composition volumique, on retrouve 78% de diazote, 21% de dioxygène, et si tu tiens les comptes, tu vois qu'il manque 1%, et ce fameux 1%, c'est tout le reste. De l'argon, du CO2, du méthane, de l'hélium, et plein d'autres gaz à l'état de trace. Alors on vient de le dire, l'air c'est un mélange complexe avec des dizaines d'espèces chimiques, mais la plupart sont à l'état de trace, le fameux 1%. Pour simplifier, on va souvent considérer que l'air ne contient que deux espèces chimiques, du diazote à 80% et du dioxygène à 20%, toujours en composition volumique. S'il est aussi important de préciser qu'on parle d'une composition volumique, c'est parce qu'on peut aussi donner la composition massique d'un mélange. Et comme les masses volumiques des différents constituants du mélange ne sont pas identiques, les pourcentages dans les deux cas seront en général différents. Par exemple, dans de l'eau de mer salée, il y a en composition massique 3% de sel et 97% d'eau. Alors bien sûr, ça dépend dans quelle mer tu as fait ton prélèvement. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te rappelle que je poste très régulièrement des vidéos de physique-chimie pour le collège, le lycée et parfois au-delà. Alors on se dit à bientôt.